on va plutôt parler du Mali, mais mettre plus l'accent sur l'arrestation d'un Togolais. Merci beaucoup à vous, Rodrigue Ahego. Et on continue avec le Niger. On parlait du président Bazoum, on parlait également de la coopération militaire avec l'Allemagne. Oui, je crois que l'Allemagne est en train de tourner autour de, comme la France tourne autour de Mali, dans les pays voisins, pour que la solution qui a été trouvée à ces forces européennes là pour le Niger, donc soit de telle sorte que on est en train d'aller vers une situation que les chefs d'État qui sont acquis à la cause de la France doivent partager, et il est en train de le dire, même en présence du président, du chancelier allemand. Donc je dis que aujourd'hui il y a des preuves, il y a une étude par le comité de la commission sociale de Burkina qui a fait une étude comme quoi la France est en tête de liste pour les pays qui financent le terrorisme. La France est en tête de liste. L'étude a été minutieuse. Comme à Kidal, le pays a été divisé au niveau de Kidal en deux pour que la France puisse s'occuper de l'autre partie. L'étude est claire. Et donc aujourd'hui, moi j'assume, je le dis et je l'assume, la situation, l'Allemagne doit faire extrêmement attention, parce que l'Allemagne, pour nous, quand on parle de la coopération allemande, on sent quand même qu'il y a quand même du gagnant-gagnant avec les Allemands. C'est vrai que c'est l'Union européenne, mais il y a une différence entre l'Allemagne et la France. L'Allemagne ne pille pas directement nos pays. C'est vrai qu'il y a des coopérations entre les pays, mais l'Allemagne ne pille pas. Et beaucoup d'avis, quand il s'agit de voter, par exemple, entre la France et l'Allemagne, par exemple en Afrique, l'Allemagne sera plébiscitée. Parce que c'est des gens qui dirigent, qui ont quand même on sent de l'humanisme dans leur coopération, ce qui n'est pas le cas. Donc au Niger, le président Bazoum est en train de préparer les esprits pour ne pas faire venir les Russes, puisqu'ils ont fait cas. Ça m'a surpris qu'ils ont fait cas de Wagner dans leur échange. J'ai trouvé ça bizarre, que ça n'a rien à faire. Qu'est-ce que ça a fait dans les échanges? Donc c'est que les peuples demandent que la Russie, la coopération militaire entre la Russie et l'Afrique puisse avancer pour pouvoir finir avec les menaces djihadistes. Eric Johnson, prolonger la mission Gazelle au Niger, cela veut dire aussi faire bloc à l'arrivée des instructeurs ou bien au groupe Wagner, ces groupes russes? Non, vous savez, quand on parle de la coopération, c'est très vaste. C'est tout. On peut coopérer avec tous les pays du monde. Et cependant, il faut savoir sur quelle base cette coopération-là va être axée. Et je crois que la visite du chancelier allemand Olaf Scholz n'est pas anodine, puisqu'il est passé par le Sénégal, où le président est le président en exercice de l'Union africaine, et il est passé par le Niger, où il y a une importante base allemande qui s'occupe de tout ce que le président Bazoum a cité. Et après, il se retrouve en Afrique du Sud. Donc, on estime qu'il y a la coopération de l'Allemagne avec l'Union africaine, en parlant de tout le continent africain. Il y a la situation du djihadisme en Afrique, au Sahel, et pour ça il est passé au Niger, et maintenant il y a la coopération économique pour laquelle il est passé en Afrique du Sud. Moi, ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est de voir dans quelle mesure les États qui sont confrontés à ce djihadisme, à ce terrorisme dans le Sahel peuvent sortir de cette situation. On a vu que les djihadistes ont commencé à
faire mal au nord du Sahel, et ils sont en train de descendre vers la côte. Ils sont déjà là. Ils sont déjà allés en Côte d'Ivoire pour frapper. Ils sont allés au Ghana et au Bénin, et après maintenant ils sont arrivés au Togo. On n'exclut pas quand même leur fonctionnement au Nigeria. Et un peu vers le Tchad et le Cameroun et tout ça. Mais ce qui est important, c'est comment arriver à venir à bout de ce terrorisme, ce djihadisme-là, qui en réalité ne touche que les symboles des États. C'est vrai que ailleurs, on a vu que ces terroristes-là tuent les populations n'importe comment. Mais est-ce qu'il faut, n'oublions pas, surtout, je voudrais ouvrir une parenthèse, que l'amunissement n'est pas totalement sorti du Mali. Il faut le reconnaître, parce que le chancelier allemand l'a encore dit, qu'ils sont là. Ils vont toujours continuer par coopérer avec cette force onusienne au Mali. Donc ça veut dire que, au-delà de la France qui est en situation difficile avec les autorités maliennes actuelles, les autres pays de l'Union européenne sont là. Les autres pays continuent quand même pas à fonctionner, dont l'Allemagne. Oui. Maintenant, si nous prenons ce que le tableau qu'a essayé de peindre Pasteur Edokomi, je ne vois pas que tous les pays africains veulent traiter avec la Russie. Parce il n'y a pas de baromètre que non, il n'a pas d'indicateur pour manifestations au Burkina Faso. Non, on a vu. Non, prenons juste le cas de la Centrafrique, où les Russes sont là, ils ont, sur le plan sécuritaire, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Par contre, sur le plan économique, la Centrafrique est à terre aujourd'hui. Et on est en train même de parler de la démission de l'État sur le plan économique, tout simplement parce que ce pays-là n'a plus de ressources financières pour pouvoir pour pouvoir aider les populations. Ça peut être un coup de la France, parce qu'elle est chassée militairement. Oui. Donc, elle a tout fait pour aider l'Union européenne. De toutes les façons... On continue de regorger des ressources minières très importantes. Hein. Oui. Cela ne la dispense quand même pas de cette crise économique. Ouais. Il faut être clair là-dessus. Avoir des ressources minières, est-ce que ces ressources-là sont directement gérées par l'État centrafricain? C'est là. Mais et pourquoi alors cette crise économique? Donc je dis, il faut extrêmement faire attention par rapport à l'arrivée des Russes sur le continent. Ce n'est pas un truc qui est militairement, mais économiquement, il faut faire attention, parce que aujourd'hui, la Russie même est en guerre. La Russie est en train aussi de chercher des ressources financières pour l'effort de guerre. Malgré ça, la Russie apporte encore son soutien financier, du blé, du truc au Mali qui est en difficulté. Mais il ne faut pas oublier que si c'était aussi facile, le Mali n'allait pas chercher à traiter encore avec les organisations continentales et sous-régionales. Il faut faire attention, parce que ce que la Russie apporte, ce que la Russie apporte au Mali, aujourd'hui, on le sait, c'est bien sûr le plan militaire, mais pas sur le plan économique. Ouais, Rodi voulait ajouter quelque chose, on va parler du Mali tout à l'heure. De toutes les façons, sur le plan économique, aujourd'hui, ce n'est pas l'arrivée de la Russie qui va permettre à l'Afrique de s'en sortir. Un continent qui a été pillé depuis des décennies, plusieurs générations
Pas la France. Pas la France et les autres pilleurs professionnels qu'on enferme dans les... La France n'a pas été professionnelle. Les partenaires techniques et financiers, les PTF, etc., les PTF, comme on les appelle là. Non? Vous savez, la différence entre... Je vais donner l'exemple du Togo. La plupart des ressources que nous avons aujourd'hui, en termes d'infrastructures, surtout routières, etc., mais la plupart relèvent de l'époque allemande. Si aujourd'hui, on va à Kara aisément, en traversant le faille d'Aleggio et la faille d'Aleggio et les autres routes, il y a des ponts, des contournements et puis des ponts qui sont dans des localités. Quand vous quittez par exemple Agné pour aller vers Elabagno et Kamina, il y a un pont allemand qui est toujours sur place là-bas. Quand vous quittez par exemple ici Afanya pour aller vers Agomeglozu et aller vers Atiri, il y a un pont allemand. Mais dites-moi, montrez-moi du doigt. Ce que la France. Oui, montrez-moi du doigt. Juste ça. Un pont français. Le WAF, on voit ça encore. Oui, c'est allemand. Sans État. Donc, en réalité, ça, ce sont des éléments qui permettent, par exemple, aux populations de faire le ratio du partenariat. Par exemple, Togo-France, Togo-Allemagne. Et ça, tout le monde vous dira, l'Allemagne a été bon pour nous. Mais ça ne peut pas aussi être trompeur, parce que qui se ressemblent, s'assemblent. Ils sont tous dans une zone appelée Union européenne. Alors, s'ils ne sont pas pareils, avec la même stratégie, s'ils ne sont pas pareils, peut-être que les autres ont une stratégie un peu plus douce. Ils pillent tout en prenant soin. Ils font comme la souris. La souris vient, mange un peu, et puis bon, souffle un peu. Mange un peu, souffle un peu. Les autres, c'est avec stratégie, sauf que la France, moi, j'ai posé une seule question. Quel est ce cadeau-là que la France veut faire aux Maliens? Et les Maliens disent, nous n'en voulons pas. Et la France on persiste. Non. Pourquoi? Donc aujourd'hui, le combat, moi je pointe toujours du doigt la gouvernance. C'est à nos gouvernants de prendre la mesure de la chose. Aujourd'hui, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et en termes de popularité, aujourd'hui, il n'y a pas de continent plus populaire que l'Afrique. On a la chance aujourd'hui d'avoir, comment dirais-je, des potentiels qui se réveillent. On a un éveil parce que des Africains sont des personnalités, pas des moindres en termes d'innovation sur le plan international. Alors la gouvernance devrait beaucoup plus tourner vers la déclaration du président Nana Addo en France, devant Macron. On ne va pas être des éternels commandeurs. Mais qu'on mette en place des conditions qui vont permettre aux Africains de développer leur potentiel. Parce que les ressources nous appartiennent. Il est hors de question qu'on soit pauvre. Et au même moment qu'on enrichit les autres qui ont un sous-sol pauvre, un sous-sol plutôt riche en catastrophes naturelles que nous, notre sous-sol qui est riche en ressources minières. Donc c'est cela, quand vous posez la question, quand les jeunes qui sortent, on s'en fout si demain la Russie va nous tuer. Ce qu'on veut, c'est que la Russie vienne parce qu'on en a assez. C'est ce qui se passe avec pour concurrencer la France. Parce que justement, et nous-mêmes on prendra pour chuter par rapport à la Centrafrique. Tout le monde connaît la situation de la Centrafrique. Ce n'est pas la Russie, comme je l'avais dit, qui va régler. C'est un problème crucial. Ce pays-là a été victime de pillage systématique de ses ressources par ses propres fils. Et aussi leurs partenaires techniques et financiers. C'est de cela qu'il s'agit. Et donc, c'est une problématique qui nous emballe tous. La Russie est venue faire son travail ressemble, sécuritaire. Tous les pays qui ont été amis de la France se ressemblent. Les populations africaines n'ont rien contre les populations françaises. La preuve, on a aujourd'hui des Africains qui sont des Français. Oui, bien sûr. Et donc, mais la politique française, le système en Afrique. Pour ça, ce matin, j'ai lu dans les sujets, je pensais que le sujet, le Drian était nôtre. Après, je me suis rendu compte que ce n'était pas nôtre. Non. Quand les gens pensent que le départ ou la retraite du Colonna allait apporter un changement, c'est faux. Un système au cœur desquels on place des pièces de rechange adéquates. Quand la pièce n'est pas adéquate, on remplace la pièce. Point. Parce que lui, il fait polémique, on le pointe trop du doigt. La remplacer par une femme. Voyons voir ce que ça va donner. Diplomate de fonction, on va parler du Mali. Tous ces titres-là, ils sont tous des pilleurs professionnels. Du Mali et du Togo pour terminer, un couple d'Italiens et leurs enfants ainsi qu'un ressortissant togolais ont été enlevés dans la nuit de jeudi à vendredi à Saint-Sina dans le sud-est du Mali.
une localité située à une centaine de kilomètres du Burkina Faso, pays où plusieurs Occidentaux ont été kidnappés. Alors, on commence par vous, pasteur. Eric Dawson. Eric. Pourquoi c'est l'éditeur qui distribue la parole? Non, donc je prends la main. Il y a crise d'autorité là. Je prends la main. Bon, on donne plutôt la parole Je prends la main. aux autorités. Alors, qu'est-ce qui motive l'enlèvement du Togolais? Pasteur Edo, comme Non, vous savez, en matière de... on va plus mettre l'accent sur le Togolais. Oui, en matière d'enlèvement des expatriés, surtout dans les pays du Sahel, vous savez, c'est profond. Hein, c'est un système qui est mis en place pour pouvoir obtenir surtout des rançons. C'est ça l'enjeu. Parce qu'on n'enlève pas les gens pour les enlever. Et peut-être que les gens peuvent commencer par faire une comparaison parce que d'abord le Togo a été attaqué, le Togo a été sollicité par le Mali. Le Togo est dans la médiation. Le Togo est dans la médiation. Il y a l'attaque, on a parlé de ça parce que le Togo est dans la médiation. On prend tous ces éléments et puis on enlève un Togolais au Mali. Non, je pense bien que quand vous prenez le rapport, l'étude dont je parlais tout à l'heure, qui est venue de Burkina Faso, dans la plupart des enlèvements, on a toujours retrouvé la main des maîtres des djihadistes. Et ces maîtres de djihadistes, ce n'est que la France, selon l'étude que nous avons lue, que je peux mettre à votre disposition. Et donc, il a été question même que... La France fait tout. Il a été question même que toutes les sociétés, toutes les multinationales françaises puissent payer ces djihadistes-là pour qu'aucun de leurs membres, de leur personnel, ne soit enlevé depuis un certain moment. Et ça, vous pouvez vérifier. Vous pouvez vérifier ça aujourd'hui. Et donc, l'enlèvement du Togolais, puisqu'il y a longtemps, on n'a plus entendu parler de l'enlèvement, on se rappelle du Premier ministre, c'était le Malien là, Soumaïla, c'est ça, non? Soumaïla Cissé, qui a été enlevé, et puis finalement, il a été libéré, finalement, il est décédé de Covid-19. Il est décédé de Covid-19. Aujourd'hui même, il y a un Français qui est toujours, un journaliste français, il y a un an de cela, qui est toujours enlevé, dont on n'a pas les traces, on entend parler de lui souvent. Donc je dis que c'est un système qui est monté de toutes pièces pour avoir de rançon et pour revendiquer, d'ailleurs, qui sont toujours revendiqués. Bon, jusque-là, on ne sait pas qui a revendiqué. On ne sait pas. Les preneurs d'otages, on ne les connaît pas, puisqu'il n'y a pas eu de revendication. Il n'y a pas eu de revendication. Donc, c'est dire que, au niveau de l'État togolais, nous n'avons pas encore eu de communiqué. On n'a rien eu. Je ne sais pas si on n'a rien eu aussi au niveau du gouvernement togolais. On ne connaît pas l'identité du Togolais non plus. Bon, donc, je crois que certainement les autorités togolaises doivent être à pied d'œuvre pour savoir d'abord connaître l'identité, voir ce qu'il faut faire pour libérer notre compatriote qui n'est pas seul, qui a été libéré, qui a été enlevé accompagné de trois religieux italiens. Donc, c'est-à-dire que les djihadistes, les djihadistes ont toujours des moyens, parce que ça leur renvoie, ça leur fait beaucoup d'argent. Parce que quand les rançons, ce n'est pas des discussions qu'il faut mener avec eux. Et j'ai été surpris dans l'étude que des noms qui ont été cités pour étant des médiateurs qui mènent les médiations entre les preneurs d'otages et puis les gouvernements. C'est vraiment formidable ce qui se passe. Bon, donc, c'est extraordinaire et c'est quelque chose qui est sombre, qui est opaque. C'est un réseau dont personne ne pourra maîtriser le fonctionnement. Et donc, c'est ce qui est arrivé au Togolais. Peut-être il y a un moment, à un mauvais endroit, au mauvais moment, il a été pris. Mais ce n'est pas gratuit aussi. Ce n'est pas gratuit. Je ne pourrais dire autre que ça, mais je pense bien que ce n'est pas gratuit. Vivement, ce qu'on peut souhaiter, c'est un compatriote qu'il ait la vie sauve, qu'il soit libéré, qu'il ait la vie sauve, parce que c'est notre compatriote, même si on ne connaît pas son identité, c'est notre compatriote. On souhaite qu'il ait
qu'il est à la vie sauve, de même que les autres qui ont été les autres Italiens. Alors, Eric Johnson, on ne connaît pas l'identité du Togolais, mais qu'est-ce qu'il cherchait là-bas? Non, mais oui, quand tu prends le groupe qui a été enlevé, c'est un groupe de religieux. Oui. On estime que notre compatriote aussi est religieux et c'est pour ça qu'il se retrouvait avec les gens. Mais est-ce qu'il faut faire une corrélation entre la prise d'otage du compatriote et les relations entre le Togo et le Mali? Je me dis que si ce sont des Togolais qui ont été, enfin tous ceux qui ont été pris en otage, s'ils étaient tous Togolais, on peut alors essayer de faire ce lien. Mais aujourd'hui, on sait qu'il y a 3 religieux, un enfant et un Togolais. Et donc à partir de ce moment, je me dis peut-être, comme le pasteur venait de chuter là, qu'il est peut-être au mauvais endroit, au mauvais moment. Et donc, il a été pris avec les autres, les Italiens. Mais je me dis, la méthode qu'utilisent ces groupes de djihadistes est très simple. Lorsqu'ils sont en difficulté sur le terrain, militairement parlant, lorsqu'ils sont en difficulté, beaucoup en difficulté, c'est en ce moment qu'ils prennent des otages. Des échanges. Pour demander quand même des échanges de libération de leurs combattants et par rapport... Le Mali a toujours eu à faire cela. Mais on ne sait pas. Une seule personne, on n'a jamais des informations claires sur la façon dont ces échanges-là se font et même de quelle manière ces djihadistes sont payés, puisqu'ils demandent aussi des rançons. Qui prend l'argent? Et comment ça se fait? C'est-à-dire, les informations sont tellement floues sur le sujet que finalement, on se demande qui fait quoi dans cette zone-là et pourquoi ça se fait ainsi. Maintenant, je pense que, à l'instar de l'Italie, qui a déjà mis en branle sa cellule de coordination de tout ça, il faudrait aussi qu'on sente cela au niveau de notre pays, parce qu'il faut, ou soit il y a eu déjà des discussions entre l'État italien et l'État togolais pour que ce soit juste l'État italien qui prenne en charge ces otages-là pour que tout le monde soit libéré. On se rappelle qu'il y a eu un Togolais qui avait, également au Mali, qui avait été pris en otage et qui a finalement été libéré. Je l'ai rencontré plusieurs fois à Lomé et il était il travaillait dans un groupe français et je crois que aujourd'hui il faut véritablement que l'État togolais se magne un peu pour pouvoir sortir notre compatriote de ce pétrin-là. Alors, Rodrigue, on sait que les enlèvements sont courants au Mali et surtout les motivations sont diverses, crapuleuses, politiques, d'autres motivations également. Même question à vous, qu'est-ce qui motive l'enlèvement de votre compatriote? Ce sont des dégâts collatéraux. Des dégâts collatéraux d'un commerce triangulaire bien maîtrisé par ceux qui sont les patrons de ce business-là. Vous ne voyez pas que c'est trop curieux? On prend le couple italien, leur enfant, plus le Togolais, et puis rapidement, l'AFP est informé, et puis le monde est informé. Vous suivez mon regard? Très bien. On ne suit pas ton regard. Mais on t'écoute. Tout le monde est informé. C'est pas ça qui va plus suivre. Non, mais il ne faut pas oublier aussi. Il ne faut pas oublier aussi que ces djihadistes ont quand même des canaux de communication. Et je ne peux pas admettre que des pays qui se sont spécialisés dans l'utilisation de Pegasus soient là sans pouvoir intercepter ces appels-là. Tout simplement parce que les terroristes sont équipés en matériel adéquat qui brouille aussi les conversations. Et fournis par qui? Et leurs numéros de téléphone sont à l'Élysée. Fournis par qui?
Je me réfère à un livre écrit par un prisonnier de la Cour pénale internationale, Blé Goudé. Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé. Oui. Il a parlé de Blaise Compaoré. Un négociateur fin. Avec le Et général tout le monde sait qu'à Bassolé. l'époque, Avec le tout le monde général sait qu'à Bassolé. l'époque, c'est eux, ils se faisaient passer pour le pacifiste qui négociait médiateurs, pour calmer. les djihadistes. Ils se retrouvaient où pour parler par des gens qu'on veut éliminer. À la cité Ouaga 2000. Ah ouais, à la cité Ouaga 2000. Alors, une fois, mon attention a été attirée par l'information de l'enlèvement de 2000 filles. Les filles de Chibok. Le Chibok. Chibok au Nigeria. Comment a-t-on traîné une foule de 2000 personnes Oui. sans que les drones avec lesquels on menace nos États N'ont pas été mis aient en détecté un seul mouvement? mise à contribution. Quelques mois plus tard, on avait enlevé des Français. Qu'est-ce qu'on nous a dit? On a payé la rançon. À qui? Ils ont été libérés au Nigeria. Un homme et une femme, je crois. Oui. Un couple. Ils ont été libérés au Nigeria. Alors, quand vous analysez tout, c'est un bon business. Nous sommes naïfs. C'est Et nous rentable. pensons que c'est le terrorisme. Ce n'est pas le terrorisme. Il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. On vous parlera d'extrémisme, les gens qui sont contre les religions, les gens qui font ci, les gens qui font ça. Mais vous savez, c'est un peu comme un chien que vous avez chez vous à la maison. Mais si vous laissez le chien affamé, le chien Il va attaque se retrouver. votre femme ou Ouais. vous-même. C'est ce qui s'est passé, selon moi, mes analyses, avec Claude Verlon et Oui, Pourquoi son tu nom parles? m'échappe, Ouais. qui ont été tués au Mali. on nous a Ouais. dit égorgés. C'est ça, non? Oui. Au Mali. Ce sont des dégâts collatéraux. Les gens sont dans leur business. Et quand ça n'arrive pas, la manne n'arrive pas vite, on envoie un signal. Et puis ceux qui doivent percevoir le signal comprennent et vite fait c'est réglé. On libère, on vous parlera de rançon sans vous dire combien on a payé, qui a payé et qui a pris. Comment les fonds transitent? On ne vous dira jamais Et ça. dans le cas du Togolais, qui va payer Alors, peut-être la rançon? Avant d'arriver là, on était là On a quand on encore parlait du 2 mouvement de la minutes. libération de l'Azawad. Zawad. On les a baptisés terroristes. On a montré des images, des vidéos. Ils ont tué, décimé plusieurs vies, détruit des mausolées, etc., 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 etc. Du jour au lendemain, pour parler de paix, on donne un visage au mouvement de la libération de Ouais, l'Azawad. Zawad. Alors j'ai souri. J'ai dit, ben ça c'est un bon business. Ah, comme nous sommes naïfs. Qui ont détruit quand même les trucs de l'UNESCO, hein? Ben écoutez, c'est un signal Le fort. patrimoine. Patrimoine de C'est un l'UNESCO. signal fort. Puisqu'en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que ceux qui ont créé ce système n'ont plus un total contrôle du système. Ouais. Et le système a plusieurs ramifications aujourd'hui. Le système leur échappe Et finalement. ceux qui arrivent à faire allégeance à l'État islamique sont à part. Ouais. Ceux qui permettent à certains de s'enrichir, ceux qui permettent à certaines autorités de s'enrichir avec ce commerce sont aussi à part. Et ceux qui sont tombés par effraction dans le business parce que ça paye bien, ma foi, ce sont eux qui prennent des fois les Donc, gens finalement, qui c'est- demandent ouais. quelques Ouais, la trucs, rançons, naïveté. etc. etc. Nous sommes Et ce sont eux qui arrivent à liquider facilement leur otage. Mais pour ceux qui en font un business, ils attendent la monnaie d'échange et ça va arriver bientôt, ils seront Allez, libérés. on espère seulement que votre compatriote sera libéré. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Pasteur Rido, comme lui, il est toujours là chaque mardi. Vous êtes président du mouvement Martin Luther King. Eric Johnson, merci également à C'est vous. bon. Vous êtes journaliste, directeur de publication de l'Union. Rodrigue Ahego, on espère vous retrouver la semaine prochaine. Hein. Bien sûr. Il sera Ça va là. être un trio magique, Évidemment. peut-être, pourquoi pas. Vous êtes analyste politique. Merci également à vous. Nos programmes se poursuivent sur New World Info.